Marc Buet, qui va nous parler des interactions potentielles entre complexité des forêts et la diversité du microbiote associé des arbres. Ouais, parce que c'est pas assez compliqué, donc on va en mettre une couche là avec le microbiote des plantes. Bon, notez que le titre de ma présentation, il y a un point d'interrogation à la fin. Voilà. On verra si en une demi-heure on est capable de savoir s'il faut vraiment prendre en compte le microbiote ou pas. Mais voilà. Bon, voilà, on en a parlé, merci Marine. Et bon, on va déjà dire de quoi on parle. Hein. Donc le microbiote, alors vous le connaissez parce qu'en fait, on en parle beaucoup du microbiote humain. Donc c'est un ensemble de microbes. Donc c'est de la complexité. C'est les archées, c'est les bactéries, c'est les champignons, c'est les virus, etc. Ils vont se retrouver à l'extérieur, sur la peau, hein, dans notre peau, hein, dans nos oreilles, au niveau de notre système digestif, au niveau intestinal. C'est de la biomasse non négligeable. On voit bien chez l'homme, c'est 1 kilo de bactéries, par exemple, dans le système digestif. Et c'est surtout un potentiel fonctionnel considérable, puisque chez un homme, par exemple, il y a à peu près 20 000, 22 000 gènes, on va multiplier par 150 le nombre de gènes qui peut être potentiellement impliqué dans le fonctionnement de l'homme avec son microbiote. C'est-à-dire qu'on appelle ça un hologénome, hein, le génome de l'ensemble du tout. Et on sait très bien, ça c'est démontré, qu'il y a des fonctions, des maladies, des fonctions liées à la digestion, etc., qui sont sous dépendance au niveau humain du microbiote, hein, avec lequel l'homme a coévolué, et que le microbiote, par exemple, les Africains, les mêmes que les Européens, par exemple. Alors, concernant les plantes, on est dans le même concept. Hein. Donc, le microbiote va se retrouver au niveau de la phylosphère, de la tige, de la racine. Le réservoir vers lequel va aller chercher ces microbes, la plante va aller chercher les microbes, c'est le sol. Et donc, il y a également aussi une attention particulière qui est portée à ce compartiment-là. Et puis, ça peut être aussi, vous voyez, même la thermosphère, c'est-à-dire qu'il y a un microbiote qui est, par exemple, aux semences. Alors là, je ne vais pas dire qu'on est dans le domaine de la croyance, mais on s'appuie vraiment sur les connaissances qu'on a sur l'homme, l'animal, etc., pour commencer à développer des travaux, des recherches, des connaissances sur les plantes. Et en particulier dans le milieu forestier, je dirais, concernant les arbres, c'est un peu le parent pauvre. Si vous prenez cette méta-analyse de 2022 sur le microbiote des semences, vous voyez ici, donc tout ça, c'est des espèces de plantes qui ont été étudiées, donc pour lesquelles le microbiote des semences a été étudié. Ici, les bactéries, là, c'est un autre gène bactérien, ici, ce sont les champignons. Vous ne voyez absolument rien, c'est normal. La seule chose que vous pouvez voir, c'est qu'ici, il y a le chêne. Et finalement, il y a une seule étude qui porte sur le microbiote des semences, des arbres, c'est le chêne en l'occurrence. Donc c'est un peu le parent pauvre, mais paradoxalement, on a quand même une connaissance qui est pas trop mauvaise sur un compartiment du microbiote, et c'est le compartiment souterrain, paradoxalement, parce qu'il y a des expérimentateurs du microbiote qui bossent depuis plus de 100 ans sur ce domaine-là, si vous voulez, sur ce compartiment. Un des premiers expérimentateurs, si pas le premier, c'était Franck, que vous connaissez. Il utilise en fait quelque chose qui avait été mis en place à la fin du 19e siècle, c'est la stérilisation. Et il a décidé de stériliser des sols, désinfecter des sols à la chaleur. Et il s'aperçoit que quand on prend un sol qui est non stérilisé par rapport à un sol stérilisé, eh bien les pins sur le sol non stérilisé vont bien pousser, alors que ne vont pas bien pousser quand ils sont sur un sol stérilisé, mettant en évidence donc qu'il y a vraiment une composante microbienne qui joue un rôle majeur dans la croissance des plantes. Alors, bon, il a formulé cette théorie révolutionnaire, là, mettant en avant que le système racinaire, c'est le siège d'une symbiose mutualiste entre les champignons et les racines des arbres, la symbiose ectomycorhizienne que vous connaissez. Donc vous êtes convaincus, vous connaissez ça, c'est bien, mais j'en remets une couche quand même, désolé,
Parce que, vous voyez, la plante, c'est bien ça, des aiguilles, une tige, des racines. On en parlait hier des racines, la structuration spatiale du système racinaire dans le sol. Et on voit bien que finalement, ici, il y a 3 petites radicelles, mais elles sont colonisées par un champignon. Ici, il n'y en a qu'un seul, un champignon mycorhizien, qui forme vraiment des organes mixtes. C'est une chimère, c'est-à-dire que la plante, elle n'est jamais seule. Le système racinaire seul n'existe pas dans la nature. Il est associé donc, à ces champignons. Et on voit donc que le champignon est capable d'aller prospecter très très loin du sol, de l'eau, des nutriments, pour favoriser donc, la croissance des plantes. Donc ça, c'est un premier constat. On ne peut pas contourner le fait que la plante, c'est aussi du champignon souterrain. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est que en fait, il y a aussi les services qui peuvent être rendus par ces champignons, puisqu'on a, par exemple, en fin de végétation, à la chute des feuilles, jusqu'à 70% du carbone photosynthétique qui va tourner dans le sol. Et donc là, il y a un stock carbone qui va être accumulé dans les racines, mais aussi dans tout ce mycélium. Alors la symbiose, vous connaissez, c'est cet échange de carbone photosynthétique de l'arbre vers le partenaire fongique, et lui va fournir donc des nutriments, de l'eau. Alors ça concerne dans nos forêts, les pinacées, les fagacées, les tulacées. Ça c'est dans les forêts tempérées, boréales, méditerranéennes. Dans les forêts tropicales dont on a parlé hier, on va se retrouver avec beaucoup plus d'un autre type de symbiose, parce que finalement ça c'est assez anecdotique à l'échelle globale. Ce sera la symbiose endomycorhizienne, qui concerne 85% des plantes vasculaires terrestres, et dedans il y a des ligneux aussi, le thuya, le cyprès, le frêne, l'érable, le merisier, qu'on va retrouver aussi dans nos forêts françaises. Alors, pour étudier cette complexité, finalement, cette grande diversité, cette complexité du microbiote, il faut parfois passer par des étapes de simplification. Et ça fait appel, par exemple, à la mycorhisation contrôlée, c'est-à-dire on va contrôler cette interaction entre la plante et le champignon. On fait ça depuis les années 50. C'est Barbara Mossé qui a été la première à mettre ça en place. Et on a un exemple ici qui avait été développé au laboratoire il y a 25-30 ans, où on a forcé l'interaction entre le sapin de Douglas et l'Acaria bicolore S238L. Alors, vous ne connaissez peut-être pas le nom de la souche, mais en tout cas, vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous cette symbiose là, ici qui a été mise en place de manière contrôlée avec une licence de savoir-faire derrière, etc. Et vous voyez ici, donc dans les pépinières nodées, là, que ces Douglas, après 2 ans de croissance et inoculés par l'Acaria bicolore, ont bien mieux poussé que ceux qui n'avaient pas été inoculés par le champignon. Finalement, ici, ils ressemblent plus à des arbres qui ont 3 ans et pas 2 ans. Donc, il y a une grosse valeur ajoutée d'un vue commercial, et puis il y a de la vigueur qui peut permettre aussi une meilleure reprise à la plantation potentiellement. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces fongiques qui avaient été testées à ce moment-là, et que la seule qui ait été retenue et qui a eu un effet significatif, c'était un champignon nord-américain. Et le Douglas est issu de l'Amérique du Nord. Évidemment, ça pose donc la question de la coévolution des arbres avec leurs partenaires microbiens, soit des champignons ou des bactéries en particulier, les champignons mycorhiziens. Et ça, évidemment, ça peut ouvrir aussi à la question et la réflexion de la migration assistée et de l'origine des espèces quand on veut introduire ces espèces. Alors, il y a des verrous à ça, si vous voulez faire vraiment de l'ingénierie, de l'accompagnement, de la plantation avec des mycorhizes. Il y a des verrous, la production d'inoculum, entre un bocal et puis un fermenteur, et j'en suis là, il y a un gap. Et puis, il y a aussi la gestion des ressources biologiques. On sait stocker les graines. Après, il faut stocker aussi les micro-organismes, les gérer. Alors, nous, au laboratoire, on a 2 stratégies. On les cryoconserve dans l'azote liquide, mais là, on est sur une réserve minière. Okay. Donc, ce qu'on fait aussi, on l'entretient régulièrement sur un milieu où il y a du sucre. Et ça, on peut faire ça pendant 10, 20 ans, 30 ans. Mais le fait est qu'en 2010, alors que le procédé avait été mis en place en 1994, on voit qu'on a des pertes en fait, de l'efficacité de la mycorhisation à partir de nos souches qu'on pique comme ça en milieu
contrôlés. On a comparé les deux. Vous voyez ici notre hibernatus, là, qu'on avait une souche qu'on a sortie de l'azote, et puis ici les souches qu'on repiquait sur le milieu, il y avait du sucre. Et effectivement, le pouvoir microbiogène avait fortement chuté. Et donc, ça a ouvert la question vraiment de la gestion des ressources biologiques et de notre inoculum. Bon, on a des solutions pour en discuter. Alors, il y a une question qui nous agite, c'est OK, mais à la plantation, est-ce que ça va permettre, par exemple, aux arbres de mieux résister à la sécheresse? Alors, je n'ai pas beaucoup d'éléments de réponse et il n'y a pas beaucoup de publications dans ce domaine-là. Il faut avouer qu'en science, on a tendance à publier beaucoup plus les résultats positifs que les résultats négatifs. Mais il y avait un résultat qui était intéressant, qui était recherché ici de Gerbaille et Churin en 97. C'est un essai qui avait été fait donc là sur du chêne, qui était mycorhizé par un champignon qui s'appelle le Paxillon enroulé, Paxillus imbolicus. Et après 2-3 ans donc, de mycorhisation contrôlée, il a été planté sur les coteaux de Moselle et la croissance a été suivie pendant 8 ans. Alors ils s'attendaient à avoir des différences de croissance. Ils n'ont pas vu de truc formidable. Par contre, ils ont observé quelque chose de très intéressant, c'est que pendant les périodes estivales, donc juillet-août, quand on avait des carences de précipitations, eh ben, on observait des différences de croissance beaucoup plus importantes, significativement plus importantes, entre les chênes qui avaient été colonisés par Paxil versus ceux qui n'avaient pas été colonisés par Paxillus. Sous-entendant que donc, la mycorhisation par ce champignon, vous voyez, qui forme beaucoup de mycélium extramatriciel, là, pouvait potentiellement conférer une meilleure adaptation à la sécheresse estivale. Alors ça ouvre la question aussi de savoir, bah oui, il y a plein de champignons mycorhiziens avec ce qu'on appelle des types exploratoires différents. Vous voyez, Paxillus, hein, c'est un champignon qui fait ces trucs-là, ici, des gros rhizomorphes, du mycélium extramatriciel qui va prospérer très très loin. Et puis il y a plein d'autres espèces qui font des choses plus courtes, ce qu'on appelle des mycorhizes de contact, par exemple. Voilà. Donc il y a les shorts et les longues types exploratoires. Il y a des gens, là, l'année dernière, là, il y a cette publication qui a attiré mon attention. Il y a des collègues espagnols qui ont appliqué, si vous voulez, sur le pin différents stress hydriques et ils ont regardé l'impact que ça avait sur la communauté mycorhizienne. Et un des facteurs qu'ils ont regardé, c'est un trait, ce trait exploratoire. Et ils ont essayé de voir si ça pouvait être aussi un trait fonctionnel lié à la résistance au stress hydrique, voire à la mobilisation de l'eau. Alors, il y avait 3 modalités. Une modalité, donc c'était de la mycorhisation sous serre en conditions naturelles. Ils ont laissé les choses se faire dans du sol qui était stérilisé, on va dire, pour faire court. Et il y avait une modalité arrosage, une modalité, on va dire, sécheresse modérée, et une modalité sécheresse très sévère. Et ben, même quand c'est mycorhisé, ça crève. Hein. Les arbres, on les crève. Et donc, finalement, il y avait ici 73%, vous voyez, des plantes qui étaient mortes dans la sécheresse sévère. Ils n'avaient plus assez de données, en fait, pour faire des stats. Donc, ils ont gardé simplement, ils ont comparé modéré versus arrosé. Et alors, on note évidemment qu'il y a la symbiose mycorhizienne va être affectée. On va avoir une chute du taux de mycorhisation, hein, de la proportion de champignons avec de mycorhiziens qui sont présents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ceux qui restent, ce sont les types exploratoires longs. Hein. Les types exploratoires courts vont disparaître. Alors, on s'est posé la question plus largement, là, pour sortir un peu de la serre. Donc là c'est une thèse qui est en cours, là, au laboratoire. On s'est posé la question donc, du rôle de ces types exploratoires réellement dans la mobilisation de l'eau, mais aussi des nutriments au sens large. Et donc on a travaillé là sur à peu près 22 essences mycorhiziennes différentes, sur 9 sites en Europe, dans des plantations monospécifiques. Et on a regardé la distribution de ces types exploratoires dans différents horizons, 0,10, 10, 30, 30, 50 cm. Et ça, donc, sur ces différentes essences, qui étaient conifères ou feuillus. Et au regard de cela, on a mis en fait des indices de fertilité des sols. On a utilisé par exemple l'indice de Ponge ici, qui est l'humus index. Et on s'est aperçu qu'on avait une corrélation qui était positive entre la proportion de types exploratoires longs et l'indice unique, hein, qui correspond donc à des sols de fertilité pauvres, montrant que plus les sols étaient pauvres,
plus les types exploratoires en fait étaient longs, étaient sélectionnés par les sciences pour aller prospecter au loin donc les nutriments. Et ça, c'était d'autant plus important que cette relation devenait très significative, beaucoup plus, ici on n'est pas tout à fait significatif, mais si on a des tendances, elle devenait significative plus on était en profondeur. Et donc plus finalement le mat humique, la matière organique vers laquelle on cherchait les nutriments, ces champignons, était éloigné par rapport à l'horizon profond. Et donc, on avait une sorte de modèle comme ça, avec principalement les conifères qui étaient ici, balayant entre 8 et 4 minus index, les feuillus plutôt 6-3, et puis ici, on avait les essences AM, en lien donc avec ici la fertilité des sols, et donc une décroissance, si vous voulez, des types exploratoires longs, au fur et à mesure que la fertilité était importante, et il y avait également ce gradient spatial vertical qui était à prendre en compte. Donc, des arguments pour nous dire qu'effectivement, il y a des traits qui peuvent être utilisés pour mieux comprendre peut-être la capacité de certains champignons microbiens à aller puiser soit de l'eau, soit des nutriments dans le sol. Et aller au-delà de la simple description des espèces, parce que la question qu'on se pose, c'est finalement, il y a combien d'espèces? Alors, une grande diversité, comme je disais, on augmente de la complexité, on va vraiment accroître la problématique de la complexité, puisque un seul arbre peut héberger ici, on observait, vous voyez, à peu près 120 espèces de champignons ectomycorhiziens, et ça peut monter jusqu'à 200 espèces de champignons ectomycorhiziens, ici sur un peuplier isolé, on va retrouver jusqu'à 200 espèces de champignons ectomycorhiziens associés à ces racines. Alors, ça c'est pour le tremble, hein. Mais finalement, on va retrouver énormément d'espèces de champignons sous un Norman, sous de l'oak, du chêne, du enfin qu'importe, entre conifères et feuillus, on va retrouver effectivement un nombre d'espèces aussi très important. Et ces espèces, je ne fais pas la démonstration, mais ici on l'a comparé par exemple ici à Breuil, dans des plantations monospécifiques où on a fait un travail d'enracinement sur du feuillu. On montre que ces espèces sont totalement différentes entre feuillus et conifères. On va pas retrouver la même chose. Ça, c'est très intuitif. Et puis, ce qu'on montre aussi, c'est que par exemple, dans un TSF, on va retrouver quand même beaucoup plus de richesse fongique que dans les plantations monospécifiques. Mais vous voyez ici, de l'enracinement sur un TSF de hêtre, finalement, la richesse n'était pas si mauvaise que ça. Alors, pourquoi étudier cette richesse? Alors, on l'a abordé déjà plusieurs fois. C'est qu'elle peut correspondre aussi, cette diversité spécifique, à de la diversité fonctionnelle. Et juste en guise d'illustration, vous voyez ici, ça c'est 3 espèces qui étaient dominantes dans une chaînée lorraine, des espèces ectomycorhiziennes, une euphésis, un Bisoplantium, une Pomantella, qui étaient associées donc aux racines du chêne de manière très abondante. Quand on teste, on va regarder 8 fonctions particulières liées à la mobilisation du carbone, de l'azote, du phosphore. On s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout les mêmes patterns fonctionnels, mais comme c'est les 3 les plus abondantes, finalement, quand on les regroupe, elles vont faire de la redondance fonctionnelle et offrir un pattern quasiment complet sur les fonctions qui peuvent être liées donc, à la mobilisation de ces nutriments. On peut parfois retrouver aussi de la redondance fonctionnelle, mais ce qui est intéressant, c'est quand on retrouve de la redondance fonctionnelle, ici avec des activités phosphatase élevées ou kinase élevées, pour Cortinarius et Lactarius, on ne va pas les retrouver dans le même compartiment. D'où l'intérêt aussi de conserver cette diversité. Alors, pour terminer, parce que je vois que Hermine fait les gros yeux, et ça tombe bien, j'aurais voulu montrer aussi la manière avec laquelle on sait que la diversité végétale, là on l'a sous-entendu rapidement, par exemple avec le TSF, va conduire à de la diversité souterraine du microbiote, c'est corrélé. La question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure il peut y avoir un phénomène de type plant-sol feedback, c'est-à-dire que cette diversité végétale va conditionner la diversité du sol, les paramètres abiotiques aussi du sol, et retourner ça vers les plantes et favoriser la diversité des plantes. Alors, il y a des gens qui ont essayé de faire ça. Alors, sur les forêts, ça n'a pas été fait, c'est compliqué. Et par contre, il y a des gens qui l'ont fait sur les prairies. Et alors, vous voyez, ils ont récupéré, si vous voulez, une quinzaine d'espèces de champignons endomycorhiziens de prairie en Amérique du Nord. Ils les ont isolés et ils les ont réinoculés
dans des sols stériles, avec une espèce, 2 espèces, 4 espèces, 8 espèces, 14 espèces de champignons. Et ils ont semé là-dessus une quinzaine de plantes qui étaient en fait assez dominantes dans ces pâtures nord-américaines. Et ils se sont aperçus que la richesse, plus on augmentait le nombre d'espèces de champignons dans le sol, c'était vraiment donc le réservoir, plus la richesse en espèces végétales augmentait. C'est-à-dire il y a un potentiel de croissance, on avait semé toutes les espèces. Et donc en fait, il y avait vraiment une dépendance de cette richesse microbienne fongique dans le sol pour que la diversité végétale puisse s'exprimer. Et de la même manière, après, bon, ils ont montré que c'est corrélé à cela. En plus, on avait plus de productivité, plus de biomasse, voilà, il y a différents indicateurs. Bon, pour conclure, il y a toute une tartine là, on va quand même passer les points rapidement en revue. Les arbres donc, hébergent un microbiote, ça on le sait. Les fonctions portées par ce microbiote, là, on travaille doucement, progressivement pour mieux comprendre. On le connaît bien pour certaines d'entre eux depuis plus de 100 ans, on travaille donc, sur ces champignons ectomycorhiziens, par exemple, qui font partie de ce microbiote racinaire. Ça résulte d'une très longue coévolution des plantes avec le microbiote. C'est une histoire de 100 à 300 millions d'années. Donc, en termes de gestion, ça veut dire qu'il faut prendre en compte des choses qui ont coévolué lentement. Et voilà, donc il faut s'interroger sur des problématiques, par exemple, de migration, peut-être, par exemple. La mycorhisation contrôlée, ça a un potentiel avantage à court terme, peut-être, clairement, en termes pour favoriser donc, la vigueur de la plante à la plantation, voire même son potentiel d'adaptation à des contraintes, à des sécheresses. Vous connaissez les chiffres du DSS, il y a depuis 10 ans la mortalité qui explose des plantations. Donc pourquoi pas. Par contre, évidemment, il y a des limites à de telles approches en termes de conservation de ressources biologiques. Les risques d'invasion, on n'a pas parlé, mais finalement, si on introduit des espèces, après comment elles vont se comporter. Je parle donc des espèces qui seraient co-introduites, mais aussi des espèces du microbiote endophyte, par exemple, de certaines plantes qu'on introduit sans le savoir. Mais donc ça, on a parlé directement de ça avec les insectes ravageurs. Et puis, on a vu, alors je ne voulais pas trop développer, parce que là, je 3 heures, le microbiote des arbres est fortement impacté par la gestion forestière. Et donc, on a juste parlé du TSF. Donc ça, c'est intéressant. Finalement, si on veut aller moins loin dans l'ingénierie vraiment et la manipulation du microbiote, plutôt travailler et réfléchir sur les modalités de gestion qui pourraient donc favoriser tel type de microbiote et donc vraiment une prise en compte du microbiote dans les orientations de gestion. Donc on en est là. Et puis voilà, il y a une question là qui me paraît assez évidente, c'est les microbes, c'est sûr, ils ont une réponse adaptative très rapide. Un temps de génération chez une bactérie, ça va être de quelques heures. Donc, imaginez, il y a des contraintes électriques, la bactérie va réagir assez vite, elle va s'adapter. Mais dans quelle mesure, si elle s'adapte, ou si le champignon s'adapte, ça va vraiment permettre à la plante de pouvoir s'adapter. Ça, c'est vraiment des questions fonds de science sur lesquelles on peut travailler. Voilà, je vous remercie.